cette sonde convexe. Alors vous savez, sur toutes les machines, il y a des pré-réglages déjà établis qu'il est intéressant d'utiliser. C'est le bras au-dessus de la tête. Je vous rappelle, toujours confortable, vous voyez que je pose mon coude, parce que pratiquer des échographies avec le bras en élévation comme ça, on fatigue très vite. Donc le but va être de repérer les organes qui m'intéressent, essentiellement le diaphragme. Toute cette région, l'hypocondre droit, la partie basse du poumon, on va repérer tous les organes habituels, le foie, la vésicule, le rein. On va être en profondeur. Là, notre patient est en décubitus dorsal, ce qui fait que le liquide va aller en profondeur dans les parties déclives, donc tout en dessous. Donc il faut bien régler la profondeur sur votre écran. Là, je suis à 15 cm. L'idéal, c'est de se mettre déjà plutôt à 20 cm, et plus si le patient est plus épais. Et vous voyez déjà, sans demander au patient de participer, je vois déjà mon diaphragme. Vous voyez cette ligne hyper échogène et arrondie. Gonfler les poumons et bloquer. Vous voyez, quand on demande au patient de gonfler et de bloquer, tous les organes apparaissent, tels que le foie ici, le rein droit, le diaphragme. Respirez. Alors, je rythme la respiration de mon patient, je ne bouge plus la sonde, je lui demande de regonfler et de bloquer. Si je vois le diaphragme, je vois le cul-de-sac costo-diaphragmatique ici, au-dessus du diaphragme. Je vous rappelle qu'au-dessus, c'est sur la gauche de l'écran. Donc, si j'ai du liquide, si j'ai un épanchement pleural, respirez. Si j'ai un épanchement pleural, ce sera à ce niveau-là, au-dessus du diaphragme, que je vais avoir une zone anéchogène, liquidienne. Gonflez. Voilà, c'est sur cette partie-là que je vais avoir du liquide, alors que là, c'est un patient sain, c'est le poumon, donc il y a de l'air, donc il y a cet aspect respiré, cet aspect de cône d'ombre impur, comme je vous l'ai déjà expliqué. Donc là, j'ai vu que le cul-de-sac costo-diaphragmatique droit, à gauche, c'est un peu plus difficile, parce que le foie à droite est une très belle fenêtre acoustique. À gauche, on a la rate qui est plus petite, donc c'est beaucoup moins facile, mais on peut y arriver. Levez le bras gauche. Donc là, je vais me mettre directement en position latérale, voire postéro-latérale. Vous voyez ma sonde, hein, je suis assez bas. Gonfler des poumons. Et je retrouve à peu près la même image avec la rate ici, le rein gauche, le diaphragme et le cul-de-sac costo-diaphragmatique ici. Donc là, cela me suffit pour dire qu'il n'y a pas d'épanchement pleural à gauche. Respirez. Nous allons passer maintenant au syndrome interstitiel. Quelles sont les étiologies du syndrome interstitiel ? On a des phénomènes aigus et des phénomènes chroniques. Les étiologies chroniques c'est essentiellement la fibrose idiopathique. On va peu en parler. Les phénomènes aigus, vous avez les œdèmes pulmonaires cardiogéniques, les œdèmes pulmonaires lésionnels et les pneumopathies interstitielles bilatérales. L'aspect particulier des syndromes interstitiels est la présence et la quantification des lignes B. Je vous rappelle que ces lignes B, ce sont des artefacts en queue de comète qui naissent de la ligne pleurale, qui descendent jusqu'en bas de l'écran comme un rayon laser. Elles sont hyper échogènes, elles effacent les lignes A et elles se déplacent en même temps que le glissement pleural. Voilà les caractéristiques des lignes B. Pour vous remontrer un petit peu comment elles se créent, vous avez les lignes B qui vont traverser la plèvre, qui vont aller se réfléchir autour et dans les alvéoles et qui vont créer ces lignes verticales qui se déplacent en même temps que la plèvre. Et au fur et à mesure, si le syndrome interstitiel devient de plus
de plus en plus important, c'est-à-dire que vous allez avoir du liquide de plus en plus dans l'espace interalvéolaire d'abord, et ensuite à l'intérieur des alvéoles. Et plus il y a du liquide, plus il va y avoir de lignes B. À partir de 2 lignes B, on va considérer qu'il s'agit d'un syndrome pathologique. Alors, imaginez que vous avez un patient qui est déjà un peu gêné pour respirer, vous lui faites une écho, et vous n'entendez rien à l'auscultation. Vous lui faites une écho et vous trouvez un petit peu trop de ligne B. Ben, ça veut dire simplement qu'il y a déjà un peu trop de liquide entre les alvéoles. Donc, avant qu'il y en ait dans les alvéoles, c'est-à-dire avant d'entendre les crépitants à l'auscultation, l'échographie peut vous donner des renseignements un peu plus à l'avance qu'à l'auscultation. Donc si vous avez plus de ligne B par espace de Merlin, on peut considérer qu'il y a un syndrome interstitiel. Et vous voyez qu'il peut y avoir de très nombreuses lignes B qui vont tout masquer et tout effacer. Le syndrome interstitiel échographique, c'est une atteinte multiple, diffuse et bilatérale. Multiple parce que vous avez la présence de plusieurs lignes B par espace de Merlin. Diffuse parce que vous en trouvez sur 2 coupes adjacentes, et bilatérale parce que vous découvrez ces symptômes de façon bilatérale sur les 2 poumons. Les lignes B, alors on décrit des tas de lignes B. On va parler des lignes B7 quand elles sont espacées de 7 mm, qui correspondent à un épaississement des septa interlobulaires. Les lignes B qui sont espacées de 3 mm et qui sont plutôt confluentes, parce que ça vous fait carrément un rideau qui passe devant vous. Et c'est une atteinte interstitielle ou alvéolo-interstitielle beaucoup plus importante. Et c'est ce qui correspond aux images en verre dépoli que l'on voit sur les images de scanner. Donc votre patient, comme on parle le principe du syndrome interstitiel, c'est la présence de liquide. Et le liquide, c'est comme dans l'épanchement pleural, il va plutôt dans les parties déclives. Donc on va préférentiellement mettre le patient en position verticale s'il le peut. Vous explorez toutes les zones que l'on a décrites déjà tout à l'heure. On va utiliser la sonde linéaire ou la sonde convexe en fonction de la situation. Un œdème pulmonaire d'origine cardiogénique, ça va être de l'accumulation de liquide dans l'interstitium, puis dans les alvéoles, c'est ce que je vous ai dit précédemment. Vous allez avoir des lignes B symétriques, bilatérales et régulières, souvent associées à un épanchement pleural. Et si on sait faire un peu d'échocardio, vous pouvez mesurer les pressions de remplissage. L'échographie, et c'est d'ailleurs beaucoup utilisé dans les services de réanimation, l'échographie va nous permettre de surveiller le patient et surveiller son évolution, surveiller l'évolution du syndrome interstitiel en fonction du traitement, s'il diminue, s'il s'accentue, si s'aggrave ou pas.